Salut tout le monde et bienvenue à cette vidéo de compte-rendu de la journée du vendredi de la convention de Stack Academy 2025. Ok, la formule va être un petit peu différente pour ceux qui ont écouté mon compte-rendu de l'an dernier, en 2024, où est-ce que là j'avais joué à toutes sortes d'affaires avec un paquet de rebondissements. Cette année, comme l'indique cet écran ici, et j'en profite pour faire une primeur mondiale, j'en ai profité pour tester mon tout nouveau proto, mon tout nouveau design sur les 12 travaux d'Héraclès. Donc de 12 Labors of Heracles, un jeu solo, effectivement, qui sera publié bientôt par Nuts Publishing. Fait que j'en dirai pas plus, aussi agace-pissette que cela puisse paraître. J'en dirai pas plus que ça sur le jeu, puisque maintenant que le chat est sorti du sac, je vais lui faire une playlist entièrement dédiée. Où est-ce que là, je vais aller dans le détail, en quoi ça consiste, comment ça marche, ça fait combien de temps je travaille là-dessus, quel est l'échéancier, c'est quoi les prochaines étapes, Alouette, style, j'ai des idées pour en masse de vidéos là-dessus pour ceux qui sont intéressés à suivre le cheminement d'un jeu là, depuis l'idée jusqu'à la publication. Mais disons que depuis que j'ai signé mon entente avec Nuts, ça m'a donné une très grande motivation, puis j'en suis arrivé avec une version jouable pour le stack. Puis j'ai réussi à faire, c'est pas un jeu qui est rapide, là, vous l'aurez deviné, selon mes préférences et mes goûts. C'est un jeu qui prend 2-3 heures, 2-3 heures à jouer avec les explications puis tout le kit, là. Mais j'ai réussi quand même à faire 10 games pendant tout le stack et de l'exposer à 13 personnes différentes de manière, même si c'est un jeu solo, je faisais même des duos pour que le plus de monde possible puisse l'essayer puis donner du feedback. Puis je l'ai montré aussi là, à du monde à gauche pas à droite. Là. C'est pour ça que j'adore vraiment la grosse convention de Stack Academy. Je suis passé par là quand je designais Prelude to Rebellion. Avec une centaine de personnes, ça vous donne l'occasion de lui donner un maximum de visibilité puis d'avoir un maximum de feedback, de commentaires, d'idées d'amélioration. Les gens embarquent-tu, les gens aiment-tu ça, Alouette. Euh, Puis vraiment, là, chapeau aux organisateurs aussi de supporter les wannabe designers et les designers. Là, mais tu sais, on a comme deux salles dans l'hôtel, puis la moitié d'une de ces deux salles-là qui est dédiée justement au prototype. Fait que tu sais, si vous avez un prototype, mettons, l'année prochaine, vous pouvez approcher les organisateurs du stack, puis ils vont probablement vous trouver un petit nid d'amour. On a même des petites pancartes, là, jeu en démo, que j'arrêtais pas de tasser aux grandes dames de Natacha, là. Mais pour clairement identifier là, où est-ce qu'on est situé. Puis en tout cas, c'est une très belle place. J'ai utilisé le Google Doc pour faire de la pub. C'est ce qui m'a permis d'avoir un maximum de gens. Fait que bon, là, vous allez dire, Callis, ça veut dire qu'on n'aura pas le résumé du stack. Mais c'est sans compter sur mon bon ami Rami, que Marc Rodrigue appelle affectueusement l'œil du stack avec raison. Une des responsabilités de Rami pendant le stack, c'est de prendre des photos d'à peu près toutes les games qui se jouent. Fait que je vais utiliser pas toutes ces photos, mais une partie de son montage photo, parce que sinon ça finirait plus. J'en aurais pour 3 vidéos aussi pour les 3 journées. Euh, Fait que pour essayer de condenser ça, là, une journée à une vidéo, là, j'ai fait une sélection, ce fut déchirant parfois, là, mais tu sais, je tiens juste à dire que si vous avez joué à quelque chose de vendredi, puis vous dites, Colis, il a pas parlé de ma game de telle affaire, ben, c'est pas parce que je vous aime pas, là, c'est juste que j'ai essayé de focusser sur les trucs que je connais, les trucs que j'ai quelque chose à dire. Veux pas, de temps en temps, là, je n'étais pas enchaîné à ma table, je me levais, je faisais le tour. Je voyais des games, que j'étais un petit peu plus au courant de comment que ça se passait, puis tout, là. J'ai serré une coupe de main aussi, j'ai beaucoup d'amis au stack, là. Fait que c'est ma sélection personnelle de ce qui s'est passé, mon éditorial à moi, puis je vais faire la même chose pour le samedi, puis pour le dimanche. Fait que sans plus tarder, allons-y. Puis à tout seigneur, tout honneur, c'est le cas de le dire, parce que l'invité d'honneur cette année au stack était Tori Brown, la dame que vous voyez ici, designer, vous l'aurez deviné peut-être de Votes for Women de Ford Circle Games. Disons que la quantité de boîtes du jeu qu'il y a sur sa table, c'est un peu un giveaway, là. Euh, Tori, une personne, bon, c'est la première fois que je la rencontrais, pleine d'énergie, super sympathique, super gentille, un petit cœur, pour vrai. Euh, Ceci dit, le jeu, moi, personnellement, je trippe pas dessus. Au niveau des win conditions, la fin de game, il y a de quoi qui m'accroche. Tu sais, si j'ai 2 heures pour jouer un jeu à deux, pour moi, ce sera pas ce jeu-là. Mais je peux définitivement tracer une ligne, ceci étant dit. Puis, donc, le jeu, juste au niveau de son impact qu'il a eu par rapport à bien faire connaître le thème, celui du droit de vote aux femmes. Ford Circle Games, qui a toujours un petit volet éducatif, là, je dirais, dans ses boîtes, avec des coupures de journaux puis des gugus comme ça pour venir renforcer le thème, là. Puis c'est le cas de Votes for Women. Fait que, tu sais,
On ne peut pas nier l'influence positive qu'a eu ce jeu-là sur la propagation de ce thème-là. Mais comme je disais, moi je trace une ligne, puis au niveau gameplay, c'est pas un jeu que vous allez voir sur la chaîne, c'est pas quelque chose qui m'attire. On était supposé avoir Volko Ruhnke aussi, qui a fait sa demande de passeport en février, puis Callis, il n'a pas réussi à l'avoir à temps. Fait que je pense qu'il aurait pu venir en char, mais il a besoin de son passeport parce qu'il voulait venir en avion, puis là en char, finalement, il a décidé que non. Fait que ce n'est que partie remise. On peut aller à l'an prochain pour Volko, mais ça a donné toute la place nécessaire à Tory, qui était là principalement, je pense, juste le vendredi puis le samedi, mais qui a eu l'occasion de faire rouler son jeu, puis de le faire découvrir à un hostie de paquet de monde, puis plein de gens en ont profité aussi pour avoir un autographe d'elle sur leur copie du jeu. Il y a eu le fameux tournoi de Pandémie Survival. Il y a eu 6 duos finalement qui se sont prêtés à l'exercice. 3-4 mètres de jeu. Le Rami qui prenait la photo avait lui aussi un sarrau blanc, faisait partie là, un peu des organisateurs ou des maîtres de jeu. Là. Fait que c'était très bien organisé. Je ferais jamais ça, moi, parce que bon, j'ai joué une fois à Pandémie, ben, une couple de fois à Pandémie, puis j'ai essayé quelques spin-offs. Là. C'est pas quelque chose qui me fait triper nécessairement, mais c'est définitivement une formule unique. Là. Les duos sont séparés par des écrans comme ça. Je pense que ce truc-là là, tient là, des comptes à jour là, du nombre d'outbreaks, puis en tout cas des lost conditions, là, je pense, par rapport au jeu. Là, combien de fois que ça a pété, puis vous avez des cubes qui ont chié partout. Là. Euh, Puis j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo précédente, mais la particularité de ça, c'est que vous n'avez pas le deck. Les joueurs n'ont pas le deck de cartes. Là. La game est scriptée pour que vraiment le playing field soit égal. Vous êtes sur un timer, vous devez avancer à la même vitesse que les autres. Là, de temps en temps, là, les maîtres de jeu gueulaient combien de secondes qui restait avant de finir vos moves. Puis après ça, les maîtres de jeu gueulaient le nom des villes plutôt que de flipper les cartes là, puis de dire oh, on pogne Atlanta, puis on pogne, c'est pas San Francisco, whatever. Ben, c'est le grand maître d'orchestre ici, Louis d'Auteuil, qui criait les noms de villes, puis là des O, puis des A, puis ah non, Calis, c'est la ville, c'est qu'on n'a pas réussi à décrotter suffisamment. Fait, regardez, couple d'équipes qui ont tombé au fur et à mesure que ça progressait. C'est vraiment une dynamique qui est unique. Là, c'est quelque chose c'est une expérience qui est complètement différente là, que de s'asseoir, déballer le jeu puis de jouer juste ensemble avec notre petite expérience personnelle. Il y a le volet compétition, il y a le volet. Dans le fond, c'est vraiment une bataille d'esprit, là, parce que là, c'est sûr qu'il y a un peu de chance. Vous savez pas c'est quoi les noms de villes qui vont être collés, pas plus que vous savez c'est quoi les noms de villes qui vont venir quand vous utilisez le deck. Mais là, vous êtes vraiment contre les autres équipes. Puis je pense que c'est l'équipe soit qui gagne ou qui t'offre le plus longtemps. Puis dans ce cas-là, ça a été ce couple-là ici, qui est un couple dans la vraie vie, puis qui se sont mérités quand même une copie de Pandémie Fall of Rome puis de Rising Tide, deux spin-offs, quand même de très beaux prix qui leur ont été remis. Puis je pense qu'au final, ils ont pas gagné nécessairement, mais c'est l'équipe qui a toffé le plus longtemps avant de crever. Fait que, écoute, l'important, comme on dit, d'une compétition, là, c'est juste de battre toutes les autres. T'sais. Puis une fois que vous faites ça, ben, vous ramenez des belles boîtes de même à la maison. Fait que bravo aux organisateurs. Fait que Louis d'Auteuil, le principal, quelqu'un de très, très exubérant et expressif. Fait que c'est lui qui était le principal maître de jeu. Luc a donné un coup de main. Puis pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Marguenette, le grand Manitou du stack, qui est ici aussi. Là. Dominique Lauzon en a profité pour faire ce que moi j'ai appelé une clinique de Fields of Fire. Il a amené sa copie de Fields of Fire, l'édition de luxe. Il a setupé. Bon, on a Mathieu et Andrew ici là, qui regardent ça, là, mais l'idée était de rouler peut-être un ou deux tours d'une mission, voir les mécaniques principales. Là. Dom est un hostie d'encyclopédie sur le sujet, ayant playtesté à fond Fields of Fire là, dans le temps qu'il a été lui aussi décroté par les deux développeurs qui ont ramassé cette messe-là laissée par Ben Hall, puis qui ont remis ça drette, puis que là maintenant c'est rendu quasiment les joyaux de la couronne de GMT. Là. Il est à 9.2 sur BGG, tabarnak. La réception de la version de luxe est totalement off the charts. Puis ce jeu-là a tellement de potentiel de s'en aller dans d'autres settings, dans d'autres conflits, dans d'autres affaires. Là. C'est épouvantable. Ça pourrait devenir une vraie vache à lait de Wargame de GMT sans rien enlever au coin. Là. Mais ça, c'est du Wargame pur et dur. Puis ça a vraiment le potentiel de lever en crise là, au niveau des joueurs solo qui veulent une expérience immersive. Là, je pense que c'est pas faisable d'à côté ça. Là. Fait que dans cette photo-là, c'est quasiment tant mieux. Dom avait même pas son bling-bling. Il y a une imprimante 3D, puis il est arrivé avec un design, puis vraiment quelque chose. Des placeholders pour les cartes, des placeholders pour tous les counters alentours.
de la carte pour diminuer justement le mess puis les chances de s'accrocher puis de tout décalisser notre setup parce que comme vous voyez, ça peut être assez fiddly puis assez fragile. Même des gugus dans lesquels il met les unités pour mieux reconnaître là, visuellement de quel plateau ils font partie. Là. Puis tant mieux s'il l'a pas sa photo parce que toutes les personnes qui ont vu le setup de Dom en ligne ou en personne, ils ont bavé. Puis ils ont dit ça m'en prend, ce qui fait que son style d'imprimante 3D marche 7 jours par semaine, 24 heures sur 24 chez eux. Elle chauffe le sous-sol, le style en même temps. Euh, mais vraiment, il est arrivé en plus avec une solution ergonomique euh, dont GMT devrait quasiment s'inspirer puis qu'on lui sait ça systématiquement dans chaque boîte tellement que c'est hot. Ici, on voit 6 personnes qui jouent à War of the Ring de card game. Apparemment, j'ai arrêté de suivre la sortie des extensions de ce jeu-là, mais apparemment qu'avec les dernières extensions, il y a moyen de jouer à 6. Il y a des nouvelles factions qui sont sorties au-delà de celles qui étaient présentes dans le jeu de base. Je ne sais pas à vue de nez comme ça si ça règle les quelques problèmes que moi j'ai avec le jeu, entre autres celui que, bon, on concède pas mal tout le temps. J'en ai parlé, là, je pense quand j'ai parlé du HarunCon, où est-ce que j'ai pas joué, mais oui, j'ai joué au HarunCon, puis j'ai revécu encore ce style d'affaire-là, où est-ce que on calisse nos personnages en réserve, on concède les battlegrounds de l'ennemi, puis tout ça, puis on arrive à la dernière bataille, puis on calisse tout ce qu'on a dans un hostie de combat épique que ça prend quasiment une calculatrice pour en venir à bout. Je sais pas si ça adresse ces affaires-là, mais bon. Puis augmenter le player count à 6, ça doit être encore en équipe, tu sais, 3 contre 3. Je sais pas certain, mais en tout cas, je trouvais ça suffisamment intéressant pour l'écorcher au passage. Downfall a été joué du matin jusqu'au soir, Michael puis Arnaud. Puis je me suis informé le samedi matin, puis apparemment que Michael a gagné, puis il a gagné une victoire clean. Moi, je m'attendais qu'il finisse pas en une journée, puis qu'ils disent ah ben on a arrêté Toto 5-6, puis c'était pas mal évident que Michael allait gagner, puis bon, ta. Mais apparemment que Michael a réussi à gagner pour vrai au milieu de la game, ce qui est quelque chose de très très rare. Et apparemment, dis pas que c'est expliqué par une lock incroyable et une marde au dé qui a pas de style bon sens à s'en confesser quasiment, là. Mais à rouler des 11 avec 2 des 6, c'était des égal pendant qu'Arnaud roulait des 3-4. Fait qu'en tout cas, c'est tout ça pour dire. Puis Michael devait avoir les soviets parce que là, vous voyez, on est au tour 4 selon ce que je peux voir ici. Là. Puis ça doit être le token de victoire qui penche sérieusement du côté soviète. Puis apparemment que ça s'est fini vraiment proprement selon les conditions de victoire du rulebook. Breakthrough majeur, j'ai l'impression, des soviétiques pour ramasser un petit paquet d'hexagones d'objectifs. Petite game de Secret Identity ici avec Tori, justement. Là, c'est là que j'ai pu voir être exposé un peu à sa personnalité puis tout ça. Là, puis, comme je disais, à son énergie, pas en donc, là. Secret Identity, j'en ai parlé au WarunCon. C'est un des rares jeux là, que j'ai eu le temps de jouer, là, mais c'était un petit filler en attendant mon prochain playtester qui s'en venait. Là. Secret Identity, que je suis passé par toute la gamme des émotions. J'ai adoré ça chez Harun. Euh, avec Harun là, pour sa fête, puis en donc. Je l'ai acheté, mais là, j'ai surtout joué avec des enfants, parce qu'on jouait avec des amis, on jouait en famille, puis tout le kit. Puis bon, les enfants, ça va servir souvent que Chris, ils connaissent pas les petits personnages historiques. Fait que là, tu joues avec des super-héros, des personnages de Walt Disney, puis c'est à peu près tout, là. Puis à un moment donné, faire deviner Monsieur Patate puis Cendrillon, là, ça vient long en Chris, là. Fait que de rejouer, fait que j'avais été comme un peu déçu de mon achat, mais là, de rejouer avec des adultes, ça m'a rappelé pourquoi j'avais tant aimé ça au début. C'est le fun, c'est beaucoup plus varié. Euh, Bravo à Tori qui a fait deviner Tiger Woods. On rappelle dans ce jeu-là, vous pouvez dire je suis, je ne suis pas. Là, Tori Brown a réussi à faire deviner Tiger Woods. Elle avait un lion, ben elle a mis je ne suis pas un lion. Puis juste avec ça, on a tout deviné, ou à peu près, que c'était Tiger Woods. Fait que, il y a des petits moments de génie vraiment dans ce jeu-là. Très, très intéressant. Là. Ici, on a Yann de Villeneuve, designer du prochain coin. Du coin qui va sortir sur la Somalie. J'aurai l'occasion d'y revenir. Là. Mais on peut le voir comme le deuxième invité d'honneur du stack. La campagne de Arcs avec les extensions a été jouée du début à la fin, les 3 games la même journée. Vous pouviez vous inscrire, hostie. Le vendredi matin, ça venait avec les explications en prime. C'était Olivier vraiment qui drivait ce plan-là de journée. Là. Fait que je pense que c'était explication gamer, dîner, game 2, souper, game 3. Puis je pense qu'ils ont passé à travers là, toute la shebang au total. Là. Fait que tant mieux pour eux autres. Moi, c'est pas nécessairement ma tasse de thé au final, là, Arcs. Là. C'est drôle parce que je l'avais découvert justement il y a un an au premier stack. Puis j'avais été un peu ébloui. Je me suis tapé un module vassal au complet. J'ai joué 2 games en ligne puis pour finalement me rendre compte, hein, pas certain. Fait que j'aurais pas joué ça, là, mais je trouve ça cool
Ces conventions-là, ça sert à ça, là, de jouer des hosties de jeux longs comme ça qu'on n'a pas l'occasion de sortir autrement. Verdun, Steel Inferno entre Andrew et Amanda. Sur mon radar, très beau jeu, très belle carte. Ça fait longtemps que j'ai hâte d'y jouer, gros hexagone. Euh, En tout cas, là, vous allez peut-être le voir éventuellement là, sur la chaîne, là, mais oui, c'est pas des hexagones finalement, c'est des areas. Je me mélange avec Fields of Despair sur la Première Guerre mondiale aussi. Là. Mais en tout cas, système un peu avec des blocs, mais je suis pas sûr. Je pense qu'il n'y a rien de secret. Je pense qu'il n'y a rien à l'endos des blocs. En tout cas, c'est un petit jeu qui m'a toujours intrigué. Là, fait qu'éventuellement, on va lui donner sa chance, puis on va l'amener sur la chaîne. Là, mais je trouve ça intéressant qu'il ait été joué là. On a Michel et Rami qui ont joué à une version format géant de Wilderness War. C'est un don qui avait été fait par Volko Ruhnke quand il était venu au stack. Volko, qui est le designer de Wilderness War, puis il nous avait amené, il avait fait don au stack d'une version format géant. Tout est magnifié dans cette version-là. Les leaders, les counters, peut-être pas les cartes, là, mais calvaire, vous avez de l'espace en sacrament. Là. Fait que, c'est Michel qui est le curateur ou le gardien de cette copie-là qui a été léguée au stack, là, puis il l'a emmené, puis il a joué avec Rami. Je pense que les deux étaient rouillés un petit peu sur les règles, mais ça, on peut quand même pas nier que ça a de la gueule en hostie sur une table. Here I Stand, pas mal toujours joué au stack. Virgin Queen, puis Alouette, là, ça c'est une game de Here I Stand. Personnellement, je trouve que dans une convention, c'est un peu trop rushé à mon goût. J'aime ça, moi, prendre mon temps quand je joue à ce jeu-là. J'aime le calme aussi. Pour moi, jouer à ce jeu-là quand il y a beaucoup de bruit alentour, beaucoup de distractions. C'est tellement long des fois avant que votre tour revienne. Dans une convention, c'est très dur de garder tout le monde engagé. Dans une game de Here I Stand, là, des fois, vous pouvez attendre 10 minutes avant que votre tour revienne. Là, puis c'est bon, quand vous êtes dans une maison et qu'il n'y a pas d'autre bruit que la game en cause, c'est pas pire. Quand il y a 56 000 distractions, ça peut être plus compliqué. Fait que moi, c'est pas mon style. Négocier, planter de bout aussi entre deux tables où il y a d'autres mondes qui jouent à d'autres choses. Je suis pas fort là-dessus non plus. Mais encore là, je suis content que des gens se servent de conventions comme ça pour jouer à des jeux longs de même. Là. Red Dust Rebellion, peut-être, si on me tordait le bras pour jouer un coin, là, avant de dire pardon mon nom, que je dirais Red Dust Rebellion, même que vous aurez peut-être pas besoin de me tordre le bras tant que ça, là, c'est quelque chose vraiment que j'ai trouvé très très intéressant quand je l'ai révisé. Le matériel final chez GMT, je voyais qu'il y avait de quoi de spécial avec ce coin-là, beaucoup plus court, beaucoup plus compact, in your face dès le départ. Fait que c'en est un peut-être que je vais court-circuiter les autres puis je vais faire la review de celui-là sur la chaîne parce que c'en est un qui m'attire définitivement plus que les autres. Fallait bien aller sur Mars, Sti, pour me donner le goût de jouer à un coin. Star Wars Rebellion en Tim et GP, ils ont joué deux games. Ils ont joué une première game, ils ont tellement aimé ça, ça leur a rappelé de bons souvenirs. De ce que j'ai compris, les deux, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué. Tant qu'à tout resserrer ça, parce que c'est un hostie de monstre, puis c'est un hostie de bête, là, ils ont rejoué une deuxième game tout de suite. Euh, En tout cas, pas faire le procès de Tim ici, là, mais j'avais essayé de jouer en ligne avec Tim, puis Caolis, même selon les standards de Tim, il y avait encore plus d'erreurs que d'habitude. Il réussissait à faire 3-4 erreurs dans le même log. Fait que maintenant, on a callé à la game, on a dit, gars, fuck it, time out. On jouera en personne un jour, peut-être. Là. Puis là, vu que j'étais occupé avec mon prototype, ben, je dis pas que JP le bouche-trou, là, loin de là. S'il y a de quoi, c'est peut-être moi le bouche-trou. Mais en tout cas, ils ont joué à ça, mais ce qui était cool, c'est que quand j'avais 5 minutes, j'allais voir, j'allais regarder. Puis en 5 minutes, là, je détectais 2-3 erreurs de règles à chaque hostie de fois que j'allais y voir. Fait que j'ai aucune idée avec quel rule set ils ont joué, parce que c'est ce qu'on appelle souvent, ils ont joué avec les règles de Tim. Mais quand on joue avec les règles de Tim, tout le monde joue avec les mêmes règles, mais c'est pas nécessairement les règles qu'il y a dans la boîte. Fait que, mais je trouvais ça drôle en esti. J'allais y voir, ça faisait 2 heures qu'ils jouaient. Puis comme je disais, je voyais 2-3 erreurs, mettons, pendant un combat. Puis j'étais là, Chris, ça fait combien de combats qu'ils font? Ils ont fait les combats, ils ont tout fait de cette façon-là. Puis écoute, ils n'ont pas pensé à rechecker les règles, ou les deux assumaient que ça fonctionnait de même. À la fin de la journée, il devait être rendu pas pire à force que je les reprenne. Là. Mais anyway, un hostie de bon jeu pour vrai. J'ai surtout joué avec mes enfants, puis ça m'a donné le goût de jouer contre un adulte qui allait peut-être me donner un niveau de défi un petit peu plus grand. Là. Puis en terminant, deux jeux qui ont été en action, mais que moi je toucherai jamais. Imperial Struggle, pour moi, c'est trop déterministe. Pas assez de chaos, pas assez de hasard. J'ai besoin de chance, moi, pour excuser mes moves suboptimaux. Euh, mais il y a plein de mérites, ce jeu-là, là, puis il y a plein de monde qui l'aime, là, puis maintenant, il y a une communauté vraiment compétitive dédiée à ce jeu-là, sans surprise, parce que c'est extrêmement, extrêmement au niveau de l'optimisation, de l'économie de vos actions, puis tout ça. Il y a un paquet de moves, un paquet d'ouvertures là, qui font du sens, puis qui sont meilleurs que d'autres. Puis je suis pourri, moi, là-dedans, puis je suis pourri pour apprendre ça. Fait que malgré que je trouve la map écœurante, puis malgré que, tu sais, c'est le successeur spirituel de Twilight Struggle, j'ai jamais été capable d'embarquer là-dedans.
Encore là, parce que j'ai tout simplement pas ce profil-là de shark puis de joueur optimiseur pour aller là-dedans à fond, là. Puis Prime Minister qui a été joué à 4, un que j'ai trouvé un peu trop sec à mon goût, les win conditions, d'être justement le premier ministre, puis là, t'as comme la personne qui est dans le même parti, mais qui aspire à devenir premier ministre, puis la première opposition, puis le deuxième dans l'opposition, puis ces chaises-là changent, puis ces rôles-là changent, puis quand est-ce qu'on détrône un, puis quand est-ce qu'on négocie, puis qu'on fait ci, puis qu'on fait ça. J'ai trouvé ça lourd, pesant au niveau des win conditions, sec un peu au niveau du thème aussi, puis des cartes. Mais le successeur, par exemple, du même designer Tsar, qui a été annoncé, je pense, officiellement sur le P500 GMT, au premier coup d'œil, a l'air pas mal mieux foutu, à mon goût, à moi. Fait que voilà, c'était ma critique vraiment personnelle, mon éditorial de ce qui s'est passé au Stack Academy 2025, la journée du vendredi. Attendez-vous à voir des vidéos semblables pour le samedi et le dimanche. À plus!